La solitude n'est pas votre ennemi. Ce que personne ne vous dit. Introduction. Le paradoxe moderne. Vous êtes déjà resté éveillé tard le soir, entouré de silence, avec cette sensation étrange dans la poitrine? Ce sentiment particulier où vous pourriez appeler 10 personnes, mais au fond, vous savez qu'aucune conversation ne comblerait ce vide? Aujourd'hui, on vit une époque fascinante. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en 2 secondes. On a des centaines d'amis sur les réseaux. Nos journées débordent d'interactions. Et pourtant, beaucoup d'entre nous n'ont jamais ressenti une solitude aussi profonde. C'est ce paradoxe que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Pas pour vous déprimer, mais parce que je crois sincèrement qu'on se trompe complètement sur la solitude. On la fuit comme la peste alors qu'elle pourrait bien être l'une des expériences les plus précieuses de notre existence. Je vais vous raconter comment j'ai transformé ma propre relation avec la solitude. Comment je suis passé de la terreur absolue à quelque chose qui ressemble presque à de la gratitude. Partie 1. Les 2 visages de la solitude. Il existe 2 formes radicalement différentes de solitude. Commençons par celle qui fait le plus mal, la solitude imposée. Vous la connaissez peut-être. C'est celle qui arrive après une rupture brutale, quand la personne qui remplissait vos journées disparaît d'un coup. C'est aussi ce sentiment d'être incompris par votre entourage, d'être physiquement présent dans une pièce remplie de gens, mais émotionnellement à des kilomètres. J'ai vécu ça intensément. Cette période où je me sentais complètement décalé, incapable de me connecter vraiment aux personnes autour de moi. Comme si je parlais une langue que personne d'autre ne comprenait. Cette solitude-là, vous ne l'avez pas choisie. Elle vous tombe dessus comme une averse froide un jour de novembre. Elle est déstabilisante parce qu'elle révèle quelque chose de terrifiant. Vous pouvez être abandonné. Vous pouvez devenir invisible aux yeux des autres. Mais il y a l'autre face. La solitude que vous recherchez activement. Celle où vous fermez délibérément la porte, éteignez votre téléphone, et vous créez cet espace où personne ne peut vous atteindre. Au début, je ne comprenais pas ce besoin. Pourquoi vouloir s'isoler volontairement? Avec le temps, j'ai réalisé que c'était ma manière de respirer. Un moment où je n'avais plus besoin de porter de masque social, de performer, de correspondre aux attentes. Pour les introvertis particulièrement, cette solitude choisie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Comme recharger des batteries émotionnelles vidées par les interactions sociales. Dans ces moments, j'explore des territoires intérieurs inaccessibles autrement. Je peux penser lentement, profondément, sans être interrompu par le bruit constant du monde extérieur. Voici ce qui est fascinant. Ces 2 solitudes ne sont pas séparées par un mur étanche. Elles communiquent constamment. Il m'est arrivé de fuir volontairement la foule pour écrire, créer, réfléchir. Dans ces moments, la solitude était mon alliée précieuse. Mais d'autres fois, cette même solitude se transformait progressivement en cage. L'isolement choisi devenait progressivement subi. C'est cette fluidité qui rend la solitude si complexe à comprendre. Elle peut passer de bénédiction à malédiction en fonction de notre état d'esprit, de nos besoins du moment. Et c'est précisément là que réside le travail. Apprendre à transformer la solitude subie en solitude choisie. Reprendre le pouvoir sur notre expérience de l'isolement. Partie 2. Pourquoi nous fuyons la solitude? Parlons franchement. Beaucoup de gens qui semblent préférer la solitude ne la choisissent pas vraiment. Ils fuient quelque chose de plus effrayant, le regard des autres. Pour ceux qui souffrent d'anxiété sociale, chaque interaction devient une épreuve. L'idée même de devoir performer socialement, de correspondre aux attentes implicites, génère une angoisse paralysante. Alors on se retire. On construit des murs autour de nous. Mais cette solitude-là n'apporte aucun apaisement. Elle étouffe progressivement parce qu'au fond, on ne l'a pas vraiment choisie. On devient prisonnier d'une cage qu'on a construite soi-même par peur du rejet. Et le paradoxe cruel, on souffre d'être seul tout en ayant terriblement peur de sortir de cet isolement. Mais il y a une raison plus profonde à notre peur de la solitude. Une raison qui nous concerne tous, même ceux qui n'ont pas d'anxiété sociale. La solitude nous oblige à affronter ce qu'on passe habituellement notre vie à fuir, nous-mêmes. Pensez à ces gens incapables de rester seuls 5 minutes. Toujours dehors, toujours entourés, constamment occupés. Ce n'est pas un hasard. Ils ont peur de se retrouver face à leurs propres pensées. Quand on est vraiment seul, des questions surgissent. Des questions inconfortables qui frappent directement au cœur. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Est-ce que mes choix me ressemblent ou est-ce que je me suis perdu en route? Est-ce que je vis ma vie ou celle que les autres attendent de moi? Ces questions ouvrent un gouffre sous nos pieds. Elles révèlent ce vide existentiel qu'on cache habituellement derrière une vie bien remplie. Il y a aussi cette dépendance émotionnelle au regard des autres. Depuis notre enfance, on nous apprend qu'être aimé nécessite d'être aimable. Pour être accepté, il faut rentrer dans certaines cases.
Progressivement, sans même nous en rendre compte, nous construisons toute notre estime personnelle sur la validation extérieure. On existe à travers le regard des autres. La solitude devient alors une menace existentielle. Parce que seul, il n'y a plus personne pour nous valider, nous rassurer, nous confirmer qu'on est important. On se retrouve face à nos jugements intérieurs, souvent bien plus impitoyables que ceux des autres. Et ce cycle vicieux s'installe. On fuit la solitude pour éviter ce manque de validation, mais cette fuite renforce notre dépendance. Plus on court après l'approbation des autres, moins on arrive à s'aimer soi-même. Et moins on s'aime, plus la solitude devient insupportable. Partie 3. La solitude existentielle. Maintenant, je veux parler d'une solitude encore plus profonde. Une solitude que même l'amour le plus fusionnel ne peut combler. Schopenhauer, ce philosophe pessimiste qu'on adore détester, parlait de ça. Pour lui, être humain signifie être condamné à un isolement fondamental. Peu importe combien de personnes partagent votre vie. Peu importe l'intimité que vous créez. Il restera toujours un espace intérieur où personne ne peut vraiment entrer. Personne ne peut vivre à votre place. Personne ne peut ressentir exactement ce que vous ressentez. Personne ne comprendra jamais parfaitement toutes les nuances de votre expérience intérieure. C'est dur à encaisser. On veut tous croire qu'on peut être parfaitement compris par quelqu'un, qu'on peut partager intégralement notre expérience. Mais un jour, on se rend compte qu'une barrière invisible subsiste toujours. Et cette prise de conscience peut être dévastatrice. Pourtant, Schopenhauer voyait aussi quelque chose de libérateur dans cette compréhension. Si on est irrémédiablement seul, alors on peut cesser d'attendre des autres qu'ils comblent tous nos vides. On arrête de projeter sur eux des attentes irréalistes qui finissent toujours par décevoir. On commence à s'appuyer sur soi-même, à puiser en nous les ressources nécessaires pour affronter la vie. La solitude existentielle se transforme alors en une forme de maturité. Un passage obligé vers une compréhension plus authentique de notre existence. Je dois aussi mentionner Sartre et sa célèbre phrase « L'enfer, c'est les autres ». Beaucoup interprètent mal cette citation. Sartre ne détestait pas l'humanité. Il pointait plutôt cette tension. Nous avons besoin des autres pour exister, mais leur regard peut aussi devenir une prison. Les autres, à travers leur jugement, façonnent constamment notre identité. On finit par exister non pas tel qu'on est, mais tel qu'ils nous perçoivent. On joue des rôles. On se conforme aux attentes. On devient prisonnier de ce regard extérieur. Dans cette perspective, la solitude peut sembler une échappatoire. Si les relations humaines sont une source constante de souffrance, peut-être que l'isolement volontaire est préférable. Mais là encore, ce n'est pas si simple. Une totale solitude n'est pas vraiment la solution. Il faut trouver un équilibre subtil. Partie 4. La solitude créative. Parlons maintenant des artistes, parce qu'ils incarnent parfaitement cette ambivalence de la solitude. Franz Kafka représente la figure tragique d'une solitude créative poussée à l'extrême. Toute sa vie, il s'est senti étranger, à sa famille, au monde, à lui-même. Il passait ses journées dans la monotonie bureaucratique d'une compagnie d'assurance. Mais la nuit, dans le secret de sa chambre, il trouvait un échappatoire dans l'écriture. Dans ce silence, il déversait ses peurs, ses angoisses, ses questionnements les plus intimes. Cette solitude nocturne lui permettait d'exprimer ce qu'il ne pouvait jamais dire à la lumière du jour. Mais Kafka était aussi en perpétuelle lutte contre lui-même. Convaincu que ses écrits n'étaient jamais assez bons. Un perfectionniste maladif qui détruisait une grande partie de son travail. Sa petite voix intérieure implacable lui murmurait constamment qu'il était un imposteur. Cette torture l'a poussé à s'isoler davantage. Il est mort à 40 ans, presque totalement isolé du monde, ayant demandé qu'on brûle ses écrits. Heureusement, un ami a refusé, nous permettant de découvrir la métamorphose et le procès. Kafka illustre parfaitement ce paradoxe. La solitude lui permettait de créer des œuvres géniales, mais elle le rongeait simultanément. Il était libre dans une prison de sa propre construction. Pourquoi tant d'artistes recherchent-ils cette solitude? Parce que loin du bruit du monde, loin des attentes, loin du regard qui juge, ils atteignent une liberté totale. La solitude devient un laboratoire où tout devient possible. Plus de règles, plus de limites. On peut s'abandonner à la créativité pure. Mais il y a un danger. Comme Syd Barrett de Pink Floyd, on peut se déconnecter tellement de la réalité que la solitude finit par détruire le génie créatif. L'art a besoin de solitude, mais il a aussi besoin de rester ancré dans une forme de dialogue avec le monde réel. Partie 5. La solitude numérique. Parlons maintenant de notre époque. La plus grande ironie de notre temps. On n'a jamais été aussi connecté. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde instantanément.
On a des centaines d'amis virtuels. On est constamment disponible. Et pourtant, on n'a jamais ressenti une solitude aussi profonde. Comment est-ce possible? Parce que les réseaux sociaux ne répondent pas à notre besoin réel de connexion humaine. Ils nous offrent une version superficielle et idéalisée des relations. On met des likes. On reçoit des likes. On fait défiler des photos de vie apparemment parfaites. Mais tout reste distant. C'est comme envoyer un emoji qui pleure de rire à une blague qui n'était pas vraiment drôle. C'est une illusion de connexion. On joue tous un rôle pour obtenir l'approbation virtuelle des autres. Et c'est précisément ce manque d'authenticité qui crée cette solitude particulière. Vous l'avez déjà fait, passez 1 heure à scroller avant de dormir. Et au moment de fermer votre téléphone, vous ne vous sentez pas moins seul. Souvent, c'est même l'inverse. Une mélancolie étrange s'installe. Comme si regarder défiler la vie des autres ne faisait que souligner ce qui manque à la vôtre. La vérité, les réseaux sociaux ne remplacent pas les échanges réels. Un message à 3 heures du matin ou une réaction sous une story, ce n'est pas une vraie conversation. Ce n'est pas une présence authentique. C'est superficiel. Ça crée l'illusion d'un lien sans la substance d'une vraie connexion. Le pire, à force d'interactions superficielles, on perd la capacité de créer de vrais liens. On oublie comment se parler vraiment. Comment se montrer vulnérable. Cette solitude moderne devient compulsive, addictive. Vous vous surprenez à ouvrir votre téléphone par réflexe. À la caisse du supermarché. Dans la salle d'attente. Avec vos amis au restaurant. J'ai vécu ce moment troublant. Lever la tête lors d'une soirée entre amis et voir tout le monde scotché à son écran. On était physiquement proches, mais émotionnellement à des kilomètres. C'est exactement le même mécanisme de fuite. On ne veut pas se retrouver seul avec nos pensées. Mais cette solitude-là a un double défaut. On est véritablement seul parce qu'entouré de relations superficielles. Et en même temps, on n'est pas vraiment seul parce qu'on ne peut pas se retrouver pleinement avec nous-mêmes. On ne peut pas se confronter à notre monologue intérieur. Ce dialogue interne qui nous permet de grandir. Moins on a de vrais liens, plus on se sent seul. Plus on se sent seul, plus on retourne vers nos écrans pour combler artificiellement ce manque. Mais le vide s'accentue toujours. On peut avoir 1000 amis virtuels et rester désespérément isolé. Je ne vous dis pas de jeter votre téléphone par la fenêtre. Mais remplacez vos heures de scrolling nocturne par quelque chose de plus nourrissant. Un livre. Une conversation réelle. Ou simplement, le silence. Partie 6. Apprivoiser la solitude. Si en faisant ça, vous vous sentez mal à l'aise avec le silence, c'est justement le moment d'apprivoiser votre solitude. Apprivoiser la solitude, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Il faut pratiquer. Il faut consciemment accepter les difficultés du début pour découvrir les bénéfices à long terme. Pas de changement drastique. Des petits gestes progressifs. Je vais partager ce qui a fonctionné pour moi. 3 habitudes qui ont complètement changé ma relation avec la solitude. Astérisque astérisque première habitude, la méditation et la respiration astérisque astérisque. Je m'imposais des moments où je ne faisais rien. Aucune distraction. Juste moi et le silence. Naturellement, je me suis tourné vers la méditation. Pas comme une distraction supplémentaire, mais comme un moyen d'expérimenter pleinement mes pensées. Toutes les émotions remontaient à la surface. Les positives comme les négatives. Au début, c'était profondément inconfortable. Mais avec l'habitude, c'est devenu presque plaisant. J'ai découvert le potentiel illimité de la solitude. Astérisque astérisque deuxième habitude, l'écriture astérisque astérisque. L'écriture a été révolutionnaire pour moi. Mettre sur papier ce qui traverse mon esprit. C'est thérapeutique. Ça structure la solitude. Ça transforme les angoisses en quelque chose de créatif plutôt que de les subir passivement. Vous n'avez pas besoin d'être écrivain. Juste mettre vos pensées sur papier, sans filtre, sans jugement. Astérisque astérisque troisième habitude, marcher seul dans la nature astérisque astérisque. C'est là que tout circule librement. Sans pression. Sans contrainte. C'est étonnant comme la simple action de marcher débloque certaines pensées. Des solutions à des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre apparaissent naturellement. Il y a un niveau avancé que je n'ai pas encore pleinement exploré, voyager seul dans un pays étranger. Je pressens que c'est une expérience transformatrice. Mais je ne peux pas en parler avec légitimité puisque je ne l'ai pas encore vécu. Peut-être que ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Un voyage introspectif que je partagerai avec vous. Conclusion. La plus belle rencontre. Je veux vous inviter à changer définitivement votre regard sur la solitude. Ne la considérez plus comme une menace à fuir. Ce n'est pas un gouffre dangereux. C'est une compétence à acquérir qui vous ouvrira de nouvelles perceptions du monde.
De toute façon, nous sommes sur un gros caillou qui flotte dans le vide cosmique. Nous sommes ici pour expérimenter. Alors pourquoi ne pas vous confronter à vous-même? Pourquoi ne pas embrasser la solitude? Ne fuyez plus ce moment de vérité où vous vous retrouvez face à vous-même. C'est précisément là, dans cette solitude assumée, que vous découvrirez une source d'authenticité que personne ne pourra jamais vous retirer. C'est là que vous trouverez, paradoxalement, la plus grande liberté qui soit. La liberté d'être vous-même sans chercher à correspondre à aucune attente extérieure. Au final, cette solitude assumée pourrait bien être la plus belle rencontre de votre vie. La rencontre avec vous-même. Pas la version performante que vous montrez aux autres. Pas le personnage social que vous jouez quotidiennement. Mais vous. Vraiment vous. Dans toute votre complexité, vos contradictions, votre humanité imparfaite. Cette rencontre ne se fait pas dans le bruit du monde. Elle se fait dans le silence. Dans la solitude que vous aurez appris à transformer en allié. Si cette vidéo résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et dites-moi en commentaire, quelle est votre relation actuelle avec la solitude? La fuyez-vous encore ou commencez-vous à l'apprivoiser? Prenez soin de vous. Et n'ayez pas peur de vous retrouver seul avec vous-même. C'est peut-être le début de quelque chose de magnifique.